Hey, bienvenue à Inspiration aujourd'hui pour la 25e fois, Isaïe. T'en passes vite. T'en passes Oui, vite. puis Déjà 25. en plus, tu fais un retour. Ouais, j'étais très déçu d'avoir manqué le dernier épisode, mais COVID oblige. Oui. On est back aujourd'hui, les deux ensemble. Ouais, je sais pas si t'as pas vu, là, mais tous mes messages affluaient, là, ça réclamait Isaïe, il était Soit de où? Il retour. était où? Exactement. Donc, Isaïe est de retour pour de bon et il n'en manquera plus d'autres. En tout cas, avant un bon petit bout, je m'en assure. On va. Isaïe, tu veux-tu plugger notre fidèle commanditaire? Oui, donc on aimerait remercier en ce début de podcast Drummond Music qui nous permet d'avoir des bons micros pour que vous nous entendiez bien dans vos oreilles. Donc on les remercie. Allez les encourager. Là, en ce moment, ils font des commandes en ligne pour aller les chercher soit directement en avant du magasin, on s'entend, ou ils viennent livrer ça chez vous. Donc allez faire un tour sur leur nouveau site Internet, super intéressant. Encouragez-les, surtout en ce moment. Yes. Juste avant de commencer aussi, on plug aussi notre plateforme du plan de match au www.inspiration.com. 7 rédacteurs qui écrivent sur leur 7 sports de prédilection. Je pense que dans ce temps-ci, on est assez en feu, hein, Isaïe. Il y a eu Ça va bien, là, ça va il y a bien. eu beaucoup d'articles qui sont sortis dans les derniers temps. Je pense là, au hockey, là, il y a eu un retour sur le championnat du monde. J'ai fait un petit 4 articles là, pour commencer, pour agrémenter l'entre-saison de tennis. Là, je trouvais que c'était long entre les deux saisons, donc j'ai fait un petit preview du top 20, des petites prédictions que j'avais pour la saison 2021. Donc, allez voir ça. Et je vais plugger ma petite nouvelle personnelle. C'est quelque chose que ça fait quelques semaines, quelques mois que je travaille là-dessus. Ça fait quelques mois que j'ai eu cette idée-là. Tu sais, j'ai souvent dit à Isaïe que je trouvais que je comprenais mieux le tennis que je le jouais. Donc, j'ai toujours voulu faire partie du monde du tennis d'une façon ou d'une autre, mais pas nécessairement en tant que coach. Mais je ne me retrouvais pas nécessairement à ma place en tant que coach. Donc, j'ai décidé de partir là, sur mon Twitter, de dédier 100% ou presque mon Twitter à la couverture du tennis. Je vais vraiment être actif là, dans les semaines de Masters 1000, dans les semaines de Grand Chelem. Je vais vraiment commencer pour les premiers mois au niveau de la TP, vu que c'est ça que je connais vraiment le mieux. Puis je ne veux pas faire comme si je connaissais plus que quelqu'un d'autre la WTA. C'est pas rien contre les filles, mais c'est juste un circuit qui m'a moins attiré vu que mes modèles étaient dans la TP. Donc, je vais consacrer mon Twitter là, à 90% là, à la couverture du tennis. Puis, je vais aussi sortir là, des petites capsules web sur YouTube que vous pourrez écouter. Je vais peut-être regarder pour les sortir aussi si la demande est là, Spotify, Apple Music. Mais ce ne sera pas long, là, ça sera des 10-20 minutes là, de préparation pour un tournoi, par exemple, avant Roland-Garros, avant Wimbledon. Donc, tout ça va être disponible à partir de l'Austrian Open ou pour la langue de Molière, les internationaux d'Australie. Donc, je vais commencer ça bientôt. Mon 4e article, justement, lancera là, cette plateforme-là que j'espère qu'il vous plaira, qu'il plaira aux gens de tennis, puis qu'il pourra aussi aller chercher des fans de tennis pour le podcast d'Inspiration. Donc, pour souligner ça, aujourd'hui, Isaïe, on a tout un invité, quelqu'un que je suis lié d'une façon là, que d'après moi, il ne se doute pas. Euh, je suis bien fier de le présenter. Aujourd'hui, on reçoit là, un ancien porte-parole de la Coupe Rogers, un diplômé de l'École nationale de l'humour, quelqu'un qui a été coaché par la même personne que moi, Alexandre Barrette. Bienvenue à Inspiration. Salut, salut les boys. Merci d'être là, pour vrai. On apprécie vraiment. Là, j'imagine que j'ai piqué ta curiosité. C'est qui notre contact en commun? En fait, je pense que je le sais. C'est qui? C'est pas Sylvain Ruet, Ouais, exactement. mais Sylvain Ruet, bien que je le respecte énormément, m'a pas coaché. OK. Je t'ai comme fait attention à ce que tu vas dire. Là. Il va peut-être écouter. Ouais, il va sûrement regarder. Je le salue d'ailleurs, Sylvain Ruet, avec son accent acadien, Nouveau-Brunswick. Mais non, Sylvain, moi, j'ai fait sport-études avec. OK. Fait qu'il m'a pas coaché. Peut-être que là, lui, ce qu'il dit maintenant, pour avoir un peu D'exposure. d'exposure, c'est qu'il m'a coaché,
Il m'a jamais coaché, mais on a joué beaucoup ensemble. On s'est entraîné ensemble beaucoup. OK. Lui, il est arrivé, je ne me rappelle plus en quelle année il venait-tu de Fredericton, ça se peut-tu? En tout cas, il vient assurément du Nouveau-Brunswick, ça, Ouais, c'est sûr. Ça, c'est sûr, mais il ne vient pas de Moncton. Je pense qu'il vient de Fredericton. Puis je pense qu'il est arrivé en secondaire 4 à Québec. Moi, j'étais à Québec au sport-études au Club Avantage à Québec. Fait qu'on a été 2 ans, je pense, ensemble dans le sport-études. On a joué beaucoup de tournois ensemble. On est allé en Floride ensemble. Ouais. Ouais, c'est des super souvenirs. C'était écœurant. Puis, t'es-tu allé faire l'Orange Bowl? Non, je n'étais pas assez fort pour l'Orange Bowl. Tu sais, l'Orange Bowl, c'est quand même le meilleur sur Terre. Oui, juste ça. J'étais zéro là-dedans. J'étais même pas dans les meilleurs. J'ai jamais fait les championnats canadiens. Okay. J'ai déjà passé pas trop loin de me qualifier, mais je me suis jamais qualifié pour les Canadiens. Fait que l'Orange Bowl, j'étais loin de ça, mais on allait jouer des petits tournois préparatoires à l'Orange Bowl. Les Caseleys? C'est quoi ce nom-là? Je connais pas. Dans le fond, moi j'ai fait ça. J'ai fait un voyage en Floride de tennis dans ma vie. Quand j'étais à ma deuxième année, 14 ans et moins, j'étais allé jouer des Caseleys. C'est un monsieur qui s'appelle Carlos Caseleys. OK. Puis lui, Carlos Caseley, puis ça s'appelle les tournois les Caseleys. OK. Puis c'est des tournois à tous les 2 jours pendant le fin de mois de novembre jusqu'à l'Orange Bowl. Ah, ouais, non. Ça, je pense que ça n'existait pas, ou en tout cas, je n'ai pas souvenir de ce nom-là. Non, c'était une coupe de tournois là, qui durait peut-être une semaine. Des gros tableaux quand même, mais avec du calibre un peu moins fort. Du monde, je pense, qui espérait se qualifier peut-être pour l'Orange Bowl. Okay. Des situations un peu comme la mienne. Beaucoup d'Américains, tu sais. Pas tout le monde qui fait la route pour aller en Floride pour jouer potentiellement ou non des tournois. Fait qu'il y avait beaucoup de jeunes Américains, quand même une couple de Canadiens aussi. Fait que j'ai fait ça, mais je n'étais pas assez fort, puis je n'étais pas assez fort mentalement à cet âge-là non plus. En vieillissant, c'est plate parce que moi, ça reste ma passion, le tennis. Tu sais, j'aime l'humour, j'aime la télé, j'aime tout ce que je fais, mais je vais te suivre sur Twitter parce que tu me dis que tu vas couvrir Moi, tu sais, je suis dans un pool, on est une 50aine de personnes du Club Avantage de Québec, des gens qui sont rendus ailleurs comme moi maintenant à Montréal, mais tous des méga fans de tennis. On a un pool, on suit notre pool est sur 5 tournois, les 4 Grands Chelems puis Indian Wells. Puis moi, je suis ça là, pendant l'Australie, je regarde tout le temps les matchs la nuit. Je préviens, moi je fais de la radio depuis une couple d'années. Encore cette année, je fais de la radio, puis je préviens mon équipe. Ça se peut, je vais arriver un peu fatigué ou les yeux cernés ou avec une face un peu de mort-vivant parce que je vais sûrement regarder, mettons, Nadal, Medvedev ou peu importe. T'sais. Fait que c'est ça. Fait que, écoute, j'ai joué au tennis toute ma vie. Un peu comme vous, on partage la passion. Puis Sylvain Rouet, je le salue. Je le salue à l'instant. Mais, tu sais, genre là, je t'entends parler, puis tu es vraiment un maniaque de tennis. Là. Puis comment ça a commencé, ce sport-là, pour toi, ou juste le sport? Comment a commencé pour que tu deviennes cette bête de tennis-là? Là? Bête, je ne serais pas prêt à dire ça parce que j'aurais aimé performer un peu plus, mais moi, à côté j'ai une famille. Le pire, c'est que mes parents sont zéro sportifs. Dans le sens, mon père, pas sportif, sport, jeu. Tu sais, mon père était en super forme physique, tout le temps fait du vélo, il est allé travailler toute sa carrière au centre-ville à Québec en vélo, aller-retour. Fait du ski de fond beaucoup les deux. Ils sont super en forme, mais ils n'ont jamais pratiqué de sport, tennis, hockey, rien de ça. Puis mon frère a joué tous les sports qui existent, soccer, basket, hockey, deck hockey, hockey cosum. Ma soeur a joué beaucoup au volleyball, soccer, tennis aussi. Puis il y avait 4 terrains de tennis à côté de chez nous, au tennis du jardin à Charlebourg. Puis je passais à côté de là, puis j'aimais le fait que c'est pas dépendant d'un horaire. Tu peux y aller quand tu veux. Fait que moi, je me rappelle, j'avais 7-8 ans, puis j'allais... j'avais une petite raquette que mes parents m'avaient achetée au Sport Expert, que je leur avais demandé. Puis j'allais passer mes journées là. Puis quand, mettons, quelqu'un ne se présentait pas ou qu'il y avait un terrain de libre, je jouais. Puis sinon, à côté, il y avait une école secondaire qui avait un mur assez lisse, assez clean, avec l'asphalte pas trop magané. Fait que je jouais sur le mur. J'ai joué, je te dis, là, comme je dis souvent en joke, j'ai déplacé un peu cette école-là à force d'avoir frappé sur le mur de cette école-là. J'ai joué toute ma jeunesse. J'ai eu un amour, un coup de foudre pour ce sport-là. C'est comme ça existe le coup de foudre pour des relations humaines, pour un
un choix de carrière, pour des amitiés, ça arrive. Moi, le sport, ça a été un coup de foudre. J'ai tout aimé de ce sport-là. C'est complet, c'est un jeu qui est le fun. Quand tu commences là, à développer, quand tu commences à faire des effets, à couper la balle. Ça te fait sacrer juste assez. Non, ben oui, aussi beaucoup, mais c'est beaucoup de fun. J'ai des souvenirs très précis. Tu sais, maintenant, tu joues au tennis puis quelqu'un fait un service avec beaucoup d'effets. Je sais pas vous autres, mais tu n'entends pas la balle, tu n'entends pas l'effet. La première fois que tu joues avec quelqu'un qui fait un peu d'effet, je me rappelle des souvenirs très clairs d'entendre tu sais, le petit, tu entends la rotation de la balle dans les airs. J'étais subjugué par ça. Je me disais, tabarouette, c'est possible de faire de l'effet. Fait que là je travaillais ça. Écoute, je pourrais t'en parler 50 ans, puis le podcast, c'est juste 1 heure, mais j'ai trippé sur ce sport-là dès le jeune âge. Puis je suis content de dire que fin trentaine, je suis toujours aussi amoureux. Tellement de gens que je connais qui ont fait sport-études, qui ont plus d'intérêt, qui jouent plus, qui ont fait un autre sport, qui se sont tannés. Ceux qui ont fait le circuit universitaire américain, il y en a qui sont revenus, puis ils n'étaient plus capables. Moi, j'ai autant de fun et autant d'excitation à jouer et à suivre ça. Est-ce que tu as déjà eu des phases comme que tu as complètement arrêté pendant 1 an, pendant 2 ans? Jamais? Jamais arrêté de toute ma vie. Ah ouais. Je ne peux pas te dire si... J'ai 22 ans et je les ai déjà eu, ces phases-là. Quand j'étais blessé, là, peut-être, là, au secondaire, j'étais blessé, au secondaire 4, une grosse blessure à l'épaule pendant 3 mois, je pense que je n'ai pas joué. Mettons, c'est gros ce que je vais dire. Si j'exclus les voyages, mettons, je suis allé une fois en Australie 3 semaines, puis j'ai pas amené une raquette là-bas, puis les fois que je suis allé faire, mettons, des shows une fois en France pendant 1 semaine, si j'exclus les voyages, ça m'est jamais arrivé de sauter 1 semaine sans jouer, de toute ma vie. Ah, ouais. Oh my God! Ben, mettons, c'est pas vrai. Là, la COVID, là, mettons, avant la COVID, c'était vrai. Là, mettons, avec la COVID, les clubs sont faits. Il y a un couvre-feu, les clubs ont été fermés, tout ça. Mais sinon, même dans le temps des fêtes, je jouais tout le temps, mettons, au Club Avantage. Tu sais, souvent, c'est fermé le 25, 24, ça ferme à 17h. Le 26, ça rouvre à midi. Peu importe. J'ai jamais sauté 1 semaine de toute ma vie. Oh my God! OK. On a affaire à quelqu'un de plus fan que je pensais. Je pensais que tu étais un fan comme moi, là, genre un fan amour-haine. Aucune haine. Je suis un malade mental. OK. C'est ce que j'aime le plus sur Terre. Puis, tu sais, je le dis, là, j'ai tout le temps peur que les gens disent, es-tu blasé de l'humour? Non, je suis content d'avoir trouvé un métier, parce que moi, ça n'a pas marché au tennis, j'ai pas réussi à faire une carrière. Je suis content d'avoir trouvé un métier qui a tellement de parallèles avec le tennis. Humoriste, il y a tellement de parallèles. Tu sais, l'humour, c'est beaucoup de temps seul, beaucoup de discipline, beaucoup d'écriture, ça. Tu sais, la partie qu'on voit show puis à la télé, c'est la pointe de l'iceberg. Parce que 90% du temps, il est un peu moins glamour, un peu plus plate chez vous à écrire des jokes, faire de la route tout seul pour aller faire un show de 30 minutes à Rimouski. Tu sais, il y a tout. Fait que je le compare un peu à tout le temps d'un athlète. On voit les tournois du Grand Chelem qui ont de l'air incroyable, mais tu sais, tout le temps qu'ils mettent au gym, à faire des paniers de service, à s'entraîner, des choses un peu plus plates. Il y a tellement de parallèles entre l'humour et le tennis. Fait que, bref, je suis content d'avoir trouvé une carrière qui me passionne tout autant, mais le tennis reste ma première passion chronologiquement. Puis j'ose espérer jouer. Je te dis, là, des fois, je vois des vidéos des petits vieux, là, des vieux en Floride, là, un monsieur de 102 ou 103 ans qui joue encore. J'ai les yeux pleins d'eau. Je me dis, si je peux jouer, si je peux être en vie à cet âge-là, mais si je peux avoir ce fun-là jusqu'à la fin de ma vie jouer au tennis, ça serait un de mes plus grands rêves. Oui, c'est ça. C'est spécial. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui court dans l'eau à Drummond, mais il y a gros de mes chums qui ont fait le sport-études qui ont vécu par la même phase que moi, de faire hyper ça intensif pendant le secondaire, même le cégep. Moi, je fais l'équipe du cégep. Puis on dirait, je sais pas si d'avoir été capitaine de l'équipe, tout ça, on dirait qu'à un moment donné, ça m'a comme blasé. Puis moi, je sais pas si tu connais un peu le golf et ses termes, mais connais-tu le YIP? Non. C'est comme une genre de maladie au cerveau que tu pognes à un moment donné au golf, puis tu n'es littéralement plus capable de poter. Tu peux poter là, complètement en diagonale alors que tu t'enlignes tout droit. Moi, je suis né avec le YIP dans mes gènes. C'est le YIP que ça s'appelle? Oui.
J'ai jamais réussi à poter de toute ma vie au golf. OK. Je suis un pas pire golfeur, mais je pote comme une vidange. Mais excuse-moi, je voulais pas t'interrompre, mon gars. C'est pas grave. Moi, j'ai le yip. J'ai attrapé le yip du revers OK. au tennis. J'arrête pas de dire ça parce qu'il y a personne qui me comprend. Puis, dans le fond, moi, au tennis, mon revers, il y a eu une phase de ma vie pendant comme 4 ans. Je dirais, elle est toujours en cours. Là. Pendant 4-5 ans que je suis littéralement plus capable de frapper un revers. C'est soit un bas, un bon avant le net ou dans toile. OK. Puis là, depuis, je dirais, décembre, je me suis fâché. Puis j'ai fait, OK, là, je suis tanné. Ma main gauche sur le revers n'a jamais bougé. Je suis mauvais sur le revers. C'est tout le temps ça qui m'a handicapé quand j'étais jeune. Là, je frappe un revers à une main. Puis je te le dis, là, j'aime plus ça que quand je jouais quand j'étais au secondaire. Ah ouais, OK. C'était juste ça que ça manquait. Mais petite question pour toi. Ouais. T'as coaché le tennis? Brièvement, j'ai toujours essayé de ne pas coacher. J'ai jamais fait d'effort pour coacher parce que je voulais pas, quand j'étais au secondaire, de m'écœurer. OK. J'étais au tennis, j'allais jouer pour le fun avec mes amis, je restais là pour. Ça s'appelle le parc Bernier à Drummondville. C'est 8 terrains comme en carré un peu, puis tu peux être au centre, dans le chalet, tout ça. Puis, des fois, je restais des après-midi là, juste pour le fun. OK. Fait que je voulais pas comme me rajouter des responsabilités de plus puis me donner des chances de plus aimer ça. Je comprends. Pourquoi? Non, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont coaché. Mais toi, ça t'a jamais intéressé? Ah, j'ai coaché, moi, OK. c'est pour ça que je te demandais ça. Beaucoup de gens qui ont coaché. Puis quand tu coaches, tu frappes des droites. Puis souvent, tu as des balles dans la main gauche. Fait que souvent, Ouais. tu frappes des slices. Puis, couple de personnes à qui j'ai jasé qui ont coaché, si tu as coaché longtemps, qui ont un peu perdu leur revers. Que leur revers a un peu détérioré parce que tu frappes des droites avec une prise Marteau. un peu plus coaching, là, Ouais. marteau. Mais puis ton revers, tu frappes plus à deux mains, tu slices ou tu. Isaïe, les termes, ça va? Ah, c'est beau vous entendre parler. Là. Hey, Isaïe, je suis désolé. Mais non. C'est parfait. On veut pas te perdre, non, mais je veux pas perdre aussi le monde qui s'en sac des affaires trop techniques. Mais bref, j'ai connu un peu ça. Moi, ce que tu racontes, moi, mon revers, je contournais pour prendre des revers dans 14 ans, 16 ans. Okay. J'avais un revers plus dominant que ma droite. J'avais l'épaule faible. Puis mon revers, je pouvais déclencher, puis j'avais rien. Puis ma droite, elle me faisait mal. Puis en vieillissant, j'ai commencé à avoir une meilleure droite. Puis là, j'ai commencé à coacher, puis j'ai perdu un peu mon revers. Il revient depuis mi-trentaine que là, je frappe des bons revers. Ouais. OK. C'est bon. Il arrive quand tu vas piquer. Exact. Là, moi, j'ai fait mes recherches. Il y a des sources qui me disent 18e au Québec, puis d'autres 35. Fait que là, c'est quoi la vérité? Il faudrait googler. C'est peut-être moi qui ai dit les deux chiffres. Assurément mieux que 35, ça, je peux te le garantir. Okay. 18, c'est de souvenir, de mémoire. Okay. Il y a une période, là, quand j'ai fini, je pense que c'est peut-être ma dernière année de 18 ans, que là, j'ai commencé à. Moi, j'ai souvent croulé sous la pression en tournoi. Ah ouais? Ouais, je choquais beaucoup. En fait, j'aimais pas la compétition. J'aimais pas autant que je suis compétitif, mais je pense que, tu parlais du golf, j'aurais mieux aimé le golf. C'est contre toi-même. Le tennis, j'aimais tellement ce sport-là. J'aimais la compétition dans les entraînements, puis mettons faire tel exercice, puis le premier qui pogne une canne de balle ou peu importe. J'aimais jouer des points, mais je trouve qu'il y a un climat un peu mal. C'est peut-être moins vrai aujourd'hui, mais à l'époque, climat un peu malsain dans ce sport-là, qui est un sport individuel, un peu de bourgeois, pas tout le temps les meilleures personnes, puis un peu gagner à tout prix aussi. Je trouve qu'il y a des parents un peu fous qui mettent de la pression sur leurs jeunes, puis que ça fait des jeunes qui sont prêts à te voler 2-3 balles, qui te calent. Fait que moi, ça, je n'étais pas à l'aise avec ça. J'avais pas de fun à m'ostiner avec quelqu'un qui me triche une balle, tu sais. Ça me faisait perdre tous mes moyens. En fait, ça me faisait perdre tout mon plaisir. Mm-hmm. Cette game-là mentale d'intimider un peu, puis tout ça, je voulais pas la jouer. Puis aussi, j'aimais pas tellement ce milieu-là. Autant que j'aimais le sport, puis ma gang au Club Avantage à Québec, puis on parlait de Sylvain Drouet, j'ai eu des super connaissances,
Mais le monde dans les tournois, je détestais ça. Fait que j'ai souvent, moi, croulé sous la pression, puis sorti des contre-performances. Puis mon coach me disait, voyons, qu'est-ce qui s'est passé? Puis j'étais pas bien, j'aimais pas ça. Fait que ma dernière année de 18 ans, de mémoire, là, puis peut-être je dis une fausseté, je ne gagerai pas 1 million là-dessus, mais là, j'ai commencé à un petit peu plus apprécier ça, gagner une coupe de victoire. Fait que me semble, je me suis rendu, me semble, j'ai cassé le top 20 au Québec. Me semble. Mais en même temps, peut-être que c'est pas vrai. Fait que c'est pour ça, c'est tout l'aspect compétition qui a fait que la NCAA, mettons, ça t'a jamais intéressé. Non, ça, c'est autre chose. Ça m'a intéressé beaucoup. Okay. J'ai voulu y aller. Quand j'étais rendu au cégep, là, je faisais les démarches pour tenter d'avoir une bourse puis peut-être y aller. Puis il y avait beaucoup de gros, ça ne va rien dire ces noms-là, mais des gros joueurs de Québec. Philippe Dard, qui travaille maintenant pour l'ATP. Louis Lamontagne, Sébastien Drapeau. Comme une comment tu appelles ça? Pas une, en tout cas, je vais trouver le mot, mais une gang de joueurs de Québec. Oui, pas ça le mot que je cherchais, mais une dynastie. Une dynastie de joueurs de Québec, des gros joueurs qui sont allés à UNF, University of North Florida. Fait que j'avais eu les contacts pour y aller, puis je m'étais payé un billet d'avion pour aller voir le coach, puis il m'avait hébergé pendant, je pense, 4-5 jours là-bas, puis j'avais joué avec l'équipe. Puis ça, j'en rêvais de faire ça, mais j'étais juste pas assez bon. J'ai jamais eu de bonne bourse à nulle part. Je pense que UNF m'offrait un 50% de scholarship, mais avec le taux de change, puis ça coûte cher, les frais d'université. Oh, ça n'a aucun bon sens. Fait que mon père, je me rappelle avoir eu une conversation avec mon père qui a duré pas très longtemps. Mon père qui est ultra dévoué, qui veut tout faire pour ses enfants, mais qui me dit, Alex, je peux pas, j'ai pas cet argent-là. Ouais. Non, à comme 50 000 l'année. C'était peut-être pas aussi cher, mais mettons de souvenir, 30 000 par année à l'époque, 50% de scholarship ou peut-être même un peu moins, un 40%, je pense qu'il me donnait quelque chose qui n'est pas incroyable. Mettons qu'il me reste un 15 000 US à payer par année. À l'époque, le taux de change ressemble un peu à aujourd'hui, 1,5, me semble. Ça faisait genre plus que 20 000 Canadiens par année. Mon père m'a dit, on va devoir passer. C'est ça. C'est du bacon. Oh, oui, vraiment. C'est de l'argent. Mais cela dit, c'est pas. Non. Au contraire, j'aurais aimé ça y aller. Mais la vie fait bien les choses. J'étais tellement démoli de ne pas avoir de bourse de l'université américaine. Beaucoup de chums à moi sont allés en Floride, en Georgie, au Texas. Puis là, moi, je le voyais comme un deuil parce que c'était comme si je ne continue pas sur un circuit universitaire américain. À l'époque, il n'y avait pas rien de développé ici. Fait que c'était comme le deuil du tennis compétitif. Mm-hmm. Puis j'étais à la recherche d'une nouvelle passion. J'ai vu le show de Patrick Huard sur un coup de tête, l'audition de l'École de l'humour, parce que j'étais dans comme un rebound de carrière. Oh, ouais. Un rebound de passion plus que de carrière. Le tennis... Un rebound, mais que tu as marié. Exact. Mais, une fois de temps en temps, je continue de coucher encore avec mon ex-blond. Une fois par semaine, mais tu ne l'as jamais manqué. Exact. Oui, vas-y. Mais c'est ça, mais ma nouvelle carrière accepte bien que je joue. C'est couple ouvert. Exact. Puis là, même si tu as vécu ce deuil-là, ça ne t'a pas empêché l'année dernière, mettons, là, en 2019, de gagner la Coupe des célébrités. Tu as même joué un match devant la foule du stade IGA. Hey, je suis fier de ne pas avoir dit Uniprix. Ouais. du stade IGA. Jouer un match contre Jean-Thomas Jobin, ton grand ami. Ouais. Est-ce que c'est quoi le meilleur feeling, ça, ou faire une grande salle d'humour? C'est différent. Disons que l'humour est plus. Mettons, moi, pour moi, c'est plus significatif l'humour parce que ça a plus un sens, puis c'est dans quelque chose. Tu sais, mettons, faire mon premier gala juste pour rire, ou mettons, faire la première médiatique de mon premier one-man show en 2012 au Théâtre Saint-Denis. J'avais tellement vu de shows mythiques, mythiques pour moi, tu sais, des Patrick Huard, Martin Matt, Louis-José, tout ça. Fait que là, moi, d'être sur la scène du Saint-Denis
avec une salle pleine à craquer. C'est sûr que pour moi, il n'y a rien qui accote ça. Mais le tennis, tu sais, je veux dire, oui, c'était sur le court central, mais tu sais, les gradins n'étaient pas pleins parce que les gens ne s'empressaient pas d'arriver parce qu'il y a un match de 2 bouffons qui jouent au tennis. Mais par contre, j'ai croisé Nadal. On avait quand même la même... on n'était pas dans l'horloge ou dans le vestiaire, mais dans l'aire d'attente, on était au même endroit. Je pensais que tu allais dire la même prestance. Non, qui est tabarouette, non. Mais j'ai vu Nadal, quand on a fini notre petit match de bouffon, on repasse dans le corridor. Tu savais de quoi je parle. Puis là, Isaïe, t'es-tu déjà allé à la Coupe Rogers? Malheureusement, non. Ouais, là, on va changer. Mais toi, Isaïe, t'es-tu Moi, je suis un gars de basket. Mais t'as-tu déjà joué au tennis? Dehors pour le fun, mettons. OK. Mais tu sais, la conversation de malade mental qu'on a en ce moment, toi puis moi, lui, Isaïe, il l'a eu avec Will Archambault. Okay, ouais. Moi, j'ai juste fait, je me suis assis, puis je les ai laissés jaser. Ah, mais je me sens mal, Isaïe. N'hésite pas à intervenir à tout moment. Là, non, mais ça fait quand même déjà 25 épisodes, puis on en a parlé de tennis. Fait que j'en ai entendu des termes, puis des histoires, puis des trucs comment ça marche. Fait que je ne sors pas de nulle part. Là. Mais non, mais je suis jamais allé. Mais... À la Coupe Rogers. J'aurais envie de te dire, parce que quand même, les gens ne réalisent pas, c'est un gros tournoi. Imagine. On le prend pour acquis. On le prend pour acquis. C'est comme si on avait les Raptors à Montréal. Même si moi, j'étais super fan de basket jeune. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez regardé The Last Dance. Ben oui. Moi, c'est exactement mon époque. Moi, j'ai tripé sur Jordan. Cette dynastie-là, je reviens avec ce terme-là, mais tu sais, quand les Bulls ont dominé complètement pendant 6 ans. 6 championships, là, ouais. Ouais, c'est exactement la période où moi, je tripais sur le basket. Okay. Bref, le parallèle avec la Coupe Rogers, c'est comme si on avait les Raptors, mettons, je vais dire à Montréal. Je voudrais dire Drummond, mais c'est là que ça se passe. Ça. Mais mettons à Montréal. Puis même à Drummond, avec le Challenger Banque Nationale, c'est comme si on avait la G-League des Raptors. Exactement, c'est ça. Fait que, ouais. Mais c'est comme si on avait ça, puis tu me dirais, il faut que tu ailles voir au moins un match des Raptors, voir c'est quoi, tu sais. Fait que le parallèle, c'est Coupe Rogers, c'est big. Il faut que tu ailles une fois dans ta vie voir la Coupe Rogers. Oui. Fait que là, ça va arriver, ça va arriver. C'est bon. Ça va arriver dès qu'on peut. Puis là, tu parlais du corridor, Alex, tu sais, qui sort. Parce que dans le fond, il y a comme un corridor, Isaïe, que les joueurs sortent toujours. Puis, tu sais, la peinture du corridor, parce qu'à un moment donné, elle sort du stade puis elle rentre dans un autre bâtisse. Mais comme quand le corridor continue, tout le monde peut piler là. Mais quand les joueurs passent, là, ils mettent les cordons puis ils font arrêter le trafic. C'est un corridor qui se continue. Puis les joueurs passent là, mais souvent, il y a des attroupements de foule quand, mettons, Nadal ou Federer passent. Fait que là, Alexandre, tu disais que tu as passé là et tu as croisé Nadal. En fait, je suis passé là, je suis rentré dans le bâtiment, puis là, Nadal, puis il jouait contre qui en finale? C'était-tu... Medvedev. Je suis pas mal sûr. Ouais, t'as raison. OK. Ouais, t'es solide. Puis d'ailleurs, je pense qu'il a sacré une volée. Oui. Ouais, parce que Medvedev c'était épouné, je pense que c'était époumoné la veille contre Katchanov. OK, t'es une machine. Tu vois, là, j'ai moins la mémoire que toi à ce niveau-là, mais t'es sûr que c'est Medvedev en finale? Mais c'est 2019. Ouais. Je pourrais... Parce que c'est l'année... Medvedev, il a fait sa run, là, dans le fond, perdre en finale Coupe Rogers, gagner Cincinnati contre Goffin, puis perdre en 5-7 contre Nadal au US Open. Oui, t'as raison. Je me rappelle la finale en 5-7, puis je sais qu'il jouait contre Nadal, mais je ne pensais pas que c'était en finale. Isaïe entertain le podcast, je regarde. Isaïe, parle-moi de basket. Ouais, ça, c'est sûr, je pourrais t'en parler pendant des heures. Mais moi, le tennis, là, pour vrai, c'est quelque chose que je vais vouloir développer l'été, là, surtout. Là. Parce que je ne suis pas prêt à aller dans un gym ou dans un gym sur un court que. Medvedev 6-3, 6-0. 6-0. Anthony, c'est rare qu'il se trompe d'habitude dans ces affaires-là. J'ai bien des défauts, mais les fact-checking d'habitude ne sont pas si pires. Ouais, c'est ça. Moi, je
c'est cet été que j'ai commencé à jouer, ben, pour le fun vraiment. Puis je serais pas prêt à aller sur un court, par exemple à Drummond au complexe, là, mais de vouloir jouer pour le fun et de devenir meilleur, là, c'est sûr que je trouve que c'est un sport qui. C'est un beau sport d'été là, aussi, là, dehors. Là. Ouais. C'est plate, effectivement, tu dis intérieur. C'est un sport qui est assez, je n'en parlais tantôt un peu bourgeois. Oui. Ouais. C'est assez dispendieux, c'est pas accessible à tous. L'été, ça coûte rien. Une raquette de tennis, des vieilles balles que tu changes 3 fois par été quand tu es jeune, c'est pas bien grave. Mm-hmm. Mais c'est vrai que l'hiver, c'est pas accessible. Beaucoup de gens jouent 4-5 mois par année puis font autre chose le restant de l'année. Ça, je trouve ça plate parce que c'est un sport qui est tellement le fun. Ça gosse que ce soit juste une minorité de gens plus. Aisé. Ouais. Puis, moi, ce que j'ai retenu surtout de ta performance en finale de la Coupe des célébrités, puis d'ailleurs, que tu es encore champion en titre à cause de la pandémie. Exact. Je sais ce que tu vas dire. C'est ton coup entre les jambes, hein? Oui, c'est ça. Pour vrai, là, j'ai vraiment trouvé ça cool. Est-ce que quand tu le regardes, tu as encore des petits frissons? Parce que moi, j'en aurais. Là. Pas tant parce que je ne veux pas sonner arrogant, mais. Moi, je fais ça à tous les matchs. Fait que... Non, mais c'est pas, tu dois être capable. C'est pas une shot qui est si tough à faire. Non, je sais. Mais c'est-tu là ou tu l'as pas? Il y a des gens qui vont jouer pendant. Tu regardes des pros, puis il y en a qui sont même pas capables de le faire naturellement. Les gars. Il y en a qui ont vraiment de la misère. Il y en a que tu vas voir, puis que c'est vraiment pas facile. Là. Parce que les filles, je te concède, puis je ne veux pas sonner misogyne, ça, mais c'est vrai que tu vois des vidéos de filles qui, je pense, qui pratiquent peut-être moins ça ou qui ont moins ce réflexe-là. Les filles montent un peu moins au filet aussi, fait que peut-être ça explique qu'ils se font moins souvent lober, mais c'est pas une shot qui est si tough à faire. Non. Tous les gars sur le me semble, tous les gars sur le circuit ça se peut. Font cette shot-là aisément. Puis même maintenant, c'est plus juste la remettre en jeu. Les gars font des winners. Federer, Djoko, US Open, tu as le souvenir. Maintenant, c'est rendu des machines. Fait que non, oui, c'est impressionnant pour le grand public. Quand je suis sorti, le coup entre les jambes, Isaïe, c'est quand, mettons, tu es au filet, puis tu te fais de lober. Fait que là, tu cours, fait que là, tu es dos au filet, puis tu frappes la balle avant qu'elle tombe au sol entre tes jambes. Mais, pour la ramener. Je viens d'aller googler justement Alexandre Barrette, shot entre les jambes. Là. Puis là, ton petit post Facebook. J'adore. Très beau coup. Très beau coup. Ouais, je viens d'aller voir ça. Mais bref, beaucoup de gens me disaient waouh, c'est malade, mais tu sais, ça impressionne plus que c'est dur à faire tant que ça. Ouais, c'est un petit coup. Moi, j'ai pratiqué avant la finale du Challenger Banque Nationale à Drummond. J'ai échauffé Ruben Bemelmans, qui a déjà été comme top 80 au monde. Okay. J'ai frappé avec lui pendant maintenant 30 minutes. Wow. Puis là, il me disait viens faire des volées pour t'échauffer. J'étais comme, c'est pas moi qui ai un match. fait que là, il me disait non, viens-t'en, je veux que ça soit. Je pense qu'il voulait que ça soit une belle expérience pour moi. Puis là, à un moment donné, il me lobe, puis j'en ai fait un. Mais pour vrai, moi, là, cette vidéo-là, là, Liz Renfree dans ma tête. Là, genre, pour vrai, j'aurais aimé ça que ça soit filmé. Oh, wow! Ouais, ça, c'était cool. Fait que, mais sinon, tu dis que c'est pas si un de tes meilleurs souvenirs. D'abord, est-ce que c'est ton séjour à Wimbledon? Ouais, ça, c'était solide. T'es allé vers quel moment de la compétition? Je suis allé genre le 3e ou 4e jour. OK. Je me rappelle plus. J'étais en début de tournoi. Parce que je voulais avoir accès. De toute façon, les billets que j'avais réussi à pogner, puis les dates que j'étais là, c'était peut-être peut-être le mardi, mercredi. Puis finalement, ça n'a pas eu lieu. Puis je suis revenu, j'ai eu des billets par Félix Auger-Aliassime. J'étais avec un chum qui est d'origine irlandaise. Fait que dans notre voyage, il y avait 2 choses qu'on voulait faire. Les 2, on voulait le faire, mais mettons, moi, je tenais à aller à Wimbledon. Puis là, lui, il tenait à aller au village natal de son grand-père, Cork, en Irlande. Fait qu'il y avait ça. Fait que le lendemain de Wimbledon, on restait 2 jours à Londres, puis on revenait après à Londres. Fait que je suis comme parti un 5-6 jours, puis je pense que j'ai réussi à avoir des billets avec Félix le samedi suivant. Fait que peut-être à 5 jours d'intervalle. Mettons le mardi puis le samedi. Fait que le samedi, en mi-tournoi, que je suis revenu
OK. Je sais pas si tu veux que je compte le. Vas-y. Ben, en fait, parce que je l'ai compté souvent, fait que je me sens comme un peu tannant de compter ça. Mais c'est juste. Moi, je crois pas à Dieu, mais là, je crois au Dieu du tennis. Cette histoire-là n'a pas de stifi de bon sens. Je vais te la conter à toi, Isaïe, là, si t'es Ouais. Je suis open. Moi, je rêvais d'aller à Wimbledon, puis comme je te dis, le mardi que j'y vais, il n'y a plus toute la journée. Fait que j'avais des billets officiellement, mais je les ai perdus parce qu'il a mouillé toute la journée. Puis là, je fais un post sur Facebook, puis j'ai écrit « Je suis détruit. La fois que je suis à Wimbledon, j'ai pas vu, je pense que j'ai vu 15 minutes de tennis. » Puis là, Félix Auger-Aliassime, qui jouait le tournoi junior à l'époque, il m'écrit parce qu'on est amis Facebook, puis il me dit hey, « Écoute, moi, je joue mon premier match samedi. Si tu es encore à Londres, je pourrais peut-être t'avoir des billets. » OK, parfait, tout ça. Fait que oui, merci Félix, t'es vraiment smart. Fait qu'il me met deux billets à mon nom. J'arrive le samedi, il fait super beau. J'arrive les billets de faveur au comptoir, puis la fille qui me cherche mes billets, j'ai dit mon nom, puis elle check les enveloppes. En fait, c'est un gars. Ouais, excuse-moi. C'est un gars qui me dit écoute, désolé, mais je trouve pas tes billets, il n'y a pas de billets. Mais il dit j'ai une enveloppe au nom de Alessandro Barretta. Puis là, je dis ben, c'est sûr que c'est mes billets. C'est écrit Alessandro, puis Barretta, comme Barrette, mais ETA. Ouais. Fait que là, je suis désolé, mais il y a eu un problème de communication quelque part. Je sais pas qui. Il y a peut-être, je sais pas, un employé hispanophone, mais c'est sûr que c'est le même nom identique. Fait qu'il me dit ouais, je pense ça aussi, mais normalement, j'ai pas le droit de te donner si c'est pas le même nom sur ta pièce d'identité. Fait que là, j'ai dit OK, qu'est-ce qu'on fait? Il dit gars, je vais te donner. Histoire rapide, il me donne 2 billets. Ah, puis il y avait 4 billets dans l'enveloppe. Moi, c'était juste 2 billets que je n'étais supposé avoir. Il me sort 2 des 4 billets. Merci, merci. Je check les billets, c'est sur le terrain central. Ce qui m'impressionne un peu, puisque Félix, il joue le tournoi junior, qui est souvent sur les terrains genre 15, 16, 20, 22, 25. Ouais. Fait que, j'ai des billets dans le stade intérieur. En plus, ce jour-là, c'est Andy Murray qui joue, qui est un Britannique. Tout le monde veut voir Andy Murray. Ouais. Puis je suis 6e rangée du terrain. Genre, je suis à côté, puis ça, je me rappelle encore, je suis à côté de David Beckham. OK. John McEnroe est genre 3 rangées. Je suis à 2 mètres de John McEnroe, qui est un ancien numéro 1 au monde au tennis. Tu vois, 2 mètres cette année, ça serait vraiment proche. Ah, exact. Solide. Solide, gars. Bonne intervention, mon gars. Merci. Écoute active. C'est la première étoile d'intervention à date dans ce podcast-là. Mais bref, en gros, c'est ça. Là, je dis à mon chum qui s'appelle Kev Murphy, le gars qui est d'origine irlandaise, je dis hey, c'est impossible, c'est pas les billets. Je suis en train de voler 2 billets à quelqu'un d'autre. C'est impossible que Félix m'ait eu ces billets-là. Puis là, il me dit ouais, mais t'as toujours rêvé d'être à Wimbledon. Là, t'es sur le terrain central. La vie t'a donné un cadeau. Puis non, j'ai peur de voler des billets à quelqu'un qui va y manquer 2 billets. Puis là, je suis angoissé. Puis non, je vais être angoissé toute la journée. Je peux pas voler des billets qui sont pas les miens. Il dit, t'es pas volé? Je vois, non, mais bref, on retourne au comptoir. Le gars me dit, je sais pas si tu te rappelles de moi, il y a 15 minutes, j'ai eu des billets pour. Il dit, ouais, je me rappelle de toi. Il dit, 2 minutes après que tu es parti, il y a un gars qui arrive chercher ses 4 billets. Son nom, Alessandro Barretta. Il dit, tabarouette, je viens de donner 2 de vos billets. Fait qu'il dit, vu que c'était notre erreur, le tournoi, bon, il a trouvé 2 billets équivalents. Puis vu que c'est notre erreur, il dit, garde les billets que je t'ai donnés. Fait que j'ai été sur le central toute la journée. Il y a eu Andy Murray. En fait, j'ai vu les 2 gars qui allaient faire la finale cette année-là. Andy Murray, puis l'autre match après, c'était Raonic. Puis les 2 allaient s'affronter en finale. C'était incroyable. C'est la plus belle journée. Top 3 plus belles journées de toute ma vie. C'est quoi les 2 autres? Il y a du monde qui a failli être insulté, hein? Ou... Non, ouais, mais c'est ça. C'est quoi? Je sais même pas c'est quoi les 2 autres, mais je me suis gardé un petit lousse pour quelqu'un qui serait potentiellement insulté. Ouais, c'est bon, exactement comme quand quelqu'un dit « Ah, t'es dans mon top 3 des humoristes préférés. » Exact. Encore là, top 3, c'est flatteur. Quand t'es dans mon top 12, OK. Ben au moins, je suis sidé. Exact. Ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est fou comme histoire, je l'avais jamais entendu. C'est fou. C'est tellement fou que genre, ça s'invente pas. Tu sais, mettons, tu raconterais ça en show. Tu peux pas inventer ça. Là. Voyons, Alessandro Barretta. Je l'ai raconté après dans 2-3 contextes. Il y avait du monde, ça. Puis le monde il me disait ouais, check l'humoriste, là, tu t'inventes une anecdote. Check le clown. Je disais non, il n'y a rien de drôle. Déjà, il n'y a rien de drôle là-dedans, tu sais.
je l'ai compté. Tout le monde à qui je le comptais était un peu sceptique. Je te jure, j'aurais dû prendre une photo de l'enveloppe qui était écrit Alessandro Barretta. Fait que mon seul témoin, c'est Kevin Murphy, mon chum, qui lui aussi, il croit toujours pas à ce jour. Puis je l'ai compté à Félix aussi, qui m'avait eu les billets, qui n'étaient pas ceux-là finalement. Ouais. Fait que c'est ça qui a prouvé l'existence des dieux du tennis. Exact. Good. On va enchaîner en parlant d'un autre dieu du tennis, Ouais. Roger Federer. Ouais. Pourquoi c'est lui? Parce que là, on ne va pas faire peur aux gens qui vont vouloir quitter parce qu'on en a déjà parlé. Inquiétez-vous pas, on avait prévu le fait que ça allait revenir un jour à Inspiration, la même inspiration. On a essayé de diverger dans les sujets qu'on avait fait anciennement avec mon père dans l'épisode numéro 4. Donc, Et ouais, donc épisode pourquoi 4, lui? vous étiez encore en rodage, épisode 4. Exactement. Là, on est dans notre prime. Jusqu'au 5e, c'était pas encore le vrai podcast. Là. Exact. Fait que je suis le premier qui parle de Federer dans le vrai podcast. Oui. En plein ça. Dans l'air open, comme ils disent. Exact. Tennis. Exact. Mais ouais, moi, en fait, quelles sont vos questions? Je parle souvent de lui, c'est une inspiration à bien des niveaux, mais. Et pourquoi c'est lui? Pourquoi ça n'a pas été un autre? Pourquoi c'est plus lui qu'un autre? Chronologiquement, ça a été Agassi, moi, quand j'étais jeune. Okay. Quand j'étais jeune, j'avais 2 idoles, Michael Jordan et Agassi. J'avais dans ma chambre des posters tapissés au complet, des Michael Jordan, dont un grandeur nature, 7 pieds. Le dunk, là, je pense qu'il a gagné un concours de dunk, qui saute de la ligne de lancer franc. Ouais, c'est ça, ouais. Puis sinon, j'avais 3-4 posters de Jordan, puis une couple de posters d'Agassi aussi. Puis fait que mon premier idole en tennis, c'est Agassi. Pourquoi j'ai autant aimé Agassi, c'est ça devient une superstar, un peu comme Jordan, en fait, puis un peu comme Tiger Woods a fait avec le golf. C'est des gens qui, même si tu ne connais pas le golf, ma mère n'a aucun intérêt pour le golf, elle connaît Tiger Woods. À une certaine époque, tu avais beau ne pas connaître tout le monde connaît le basket, mais tu as beau ne pas suivre le basket, tu connaissais Michael Jordan. Agassi est dans ce calibre, cette trempe d'athlète-là, qui a aidé beaucoup à la popularité du tennis avec des looks plus flamboyants, un charisme, un côté un peu irrévérencieux. J'ai tripé sur Agassi comme ça se peut pas. Puis il y a quand même des accomplissements qui sont quand même solides. Là. 7 tournois du Grand Chelem, c'est ça? Là, c'est pas ma génération. Hein, j'ai un peu plus de misère. C'est comme si tu me demandais c'est quoi les stats de Guy Lafleur. Stéphane Richer. Je vais avoir de la misère. Ouais. Mais bref, écoute, je pense que c'est 7 Grand Chelem Agassi. Puis je sais que c'est peut-être même 8. Ouais, c'est 8. C'est 8? C'est 8. Ça a été plus vite que moi, Zéhi. Ouais, c'est 8. Ouais. En tout cas. Puis, fait que ça a été ma première idole en tennis. Mais là, en vieillissant, Federer, on a le même âge, exactement. Ah ouais? On a 1 mois de différence, en fait. Lui, je pense que c'est la même date que Félix. C'est le 7 août. 7 août. Puis moi, je suis le 30 septembre. Fait que, tu sais, on a le... Federer a 1 mois et demi de plus vieux que moi, tu sais. Mais c'est plus ma génération. Quand j'ai commencé en tant que jeune adulte, pas commencé, mais quand j'ai poursuivi mon appréciation du tennis, Federer est arrivé, puis là, c'était fou comment il est gracieux, il a une aisance, il est doué, c'est un talent plus que... Selon moi, plus que quiconque. Même Djoko, qui a un talent fou, Nadal à sa façon, mais Nadal, c'est plus le physique, c'est plus le mental, c'est plus de jamais lâcher. Ce sont tous des talentueux, mais Federer, c'est un maestro, là, c'est un artiste, c'est beau à avoir joué. C'est incroyable. C'est de la poésie. Je réécoute des vieux matchs puis je ne m'étonne jamais quand je regarde du Federer parce que tout est parfait. Il y a toutes les shots. Tu parlais tantôt de revers, peut frapper un revers très puissant. Surtout maintenant, l'air, depuis 4-5 ans, il a changé de raquette. Ouais. Puis même améliorer encore cet aspect-là de sa game. Mais sa slice, elle est incroyable. Coup droit, service, volé. Il y a tout. Fait que je trouve ça beau. Puis je trouve aussi que c'est quand même un athlète, un humain quand même accompli aussi. Malgré ça, il y a eu des enfants. C'est un père de famille. 2 paires de jumeaux. Oui, c'est ça. 2 gars, 2 filles. Il parle, je pense, j'ai lu qu'il parle 7 langues. Tu sais, je veux dire,
c'est des machines. Mhm. C'est un modèle. Tu parlais que tu ne tannes jamais de regarder des matchs de Federer. Y a-tu un souvenir ou un match que tu dis, ça, c'est lui que je me tannerai assurément jamais de regarder? Il y en a deux, mais je te dirais que celui, vu qu'il a gagné, la finale Wimbledon 2008, mais il a perdu contre Nadal quand ça s'est fini tard le soir. Oui. À 9-7 là, dans le Exact. 5e. Mais sinon, c'est quand il a regagné son 17e. 18e, en Australian Open, là, le premier 18e. après longtemps. Ouais. C'est le 18e. Ouais, il stagnait à 17 depuis, je pense, 3-4 ans. Depuis 2012 à Wimbledon. T'es-tu sérieux aussi longtemps que ça? Oui. OK, t'es une machine, mon gars. Fait que ça faisait 5 ans. Fait que c'était en 2017. Fait que cette finale-là que j'ai regardée pendant la nuit, comme à chaque finale de l'Australie, parce que c'était. Fait que ça, je l'ai regardé. Puis je pensais encore qu'elle allait perdre contre Nadal. Il perdait 3-1 dans le 5e set. Ce match-là, j'ai regardé. Des fois, je ne regarde pas tout le temps au complet. Je regarde les highlights. Mais ce match-là, j'ai regardé les highlights au moins 50 fois. Oh non, mais ça n'a pas de bon sens. Moi c'est ça, c'est 2017. Je n'étais juste pas sûr de l'année. Mais veux-tu même que je guesse sur le score? Au 5e set? Non, en fait, je pense que le score, c'est 6-4 Federer. Attends. Je vais aller chercher ça. Là. On va faire un... Écoute, je vais guesser ça. Je suis pas mal sûr. Là. 6-4 Federer, 6-3 Nadal. Oui, t'es bon. 6-1 Federer, 6-3 Nadal, 6-3 Federer. Exactement. Mais c'est ça. C'est un des matchs que j'ai le plus regardé. Puisque je pensais encore qu'il allait perdre contre Nadal, puis il perd 3 dans le dernier, puis il a joué un tennis incroyable. Il revenait. Il était même... Je pense qu'il était... je sais pas, il était combien au monde quand il jouait ce tournoi-là, mais il était même plus... Il était 16 ou 17. Genre, c'était incroyable. Fait que cette finale-là, c'est peut-être un des matchs que j'ai le plus aimé. Ouais. Moi, c'est ça que, si tu m'avais demandé la même question, c'est la même réponse. Moi, c'est le 5e set. Là. De 3-1 à 6-3. Là. De 3-1 pour Nadal à 6-3 pour Federer. Ce moment-là, là, de 3-1 à 6-3, je pense que je l'ai regardé, là, je ne veux même pas exagérer, entre 15 et 20 fois. C'est du God mode. Là. Ouais. J'ai l'impression qu'à ce moment-là, à 3-1, c'est comme s'il s'est dit « Je vais mourir sur le terrain, mais c'est peut-être ma dernière chance d'en gagner un. » Il en aura gagné 2 autres après. Exact. Mais... ça se peut, jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Ben ça viendra tantôt dans nos questions. Mais ouais, c'est ça. Fait que je pense que c'est un moment qui est fou de sa carrière. Sa plus grande qualité, selon toi, c'est quoi? Ben, je dirais son talent. C'est un peu minimaliste de dire ça. Là. Il a quand même des bonnes capacités mentales. Puis, mais tu veux, Nadal, je le mettrais supérieur à Federer mentalement. Plein d'autres, mais c'est le joueur le plus talentueux, c'est le plus naturel qui existe. T'sais. Il n'est même pas si musclé que ça. Puis même, ce qu'on entend en entrevue sur lui, il s'entraîne bien, il s'entraîne de façon intelligente, mais il ne s'entraîne pas non plus outre mesure. Il ne va pas au gym comme un malade mental. Il n'a pas besoin de s'entraîner. C'est juste qu'il y a un talent, il y a des skills. J'ai les anglicismes, je suis désolé, je déteste ça. Non, c'est parfait, c'est un podcast. Il y a des skills qui n'ont pas de bon sens. Ça n'a pas rapport. Fait que je pense que ça serait ça, sa plus grande qualité. Sinon... C'est quoi le parallèle? Parce que je veux que tu sois là, Isaïe. En basket, il y a souvent eu les débats LeBron James ou Jordan à l'époque ou les plus talentueux. LeBron James, c'est une shape qui n'a pas de bon sens, il est physique. C'est qui le joueur le plus talentueux de basket à vie? LeBron James. Ouais? Tu sais, moi, honnêtement, j'étais toujours... dernièrement, avant The Last Dance, mettons, j'étais beaucoup LeBron James. Overall, que c'était le plus grand joueur de basket de tous les temps parce qu'il est capable de tout faire, ce gars-là. Là. C'est un attaquant, c'est un défenseur, c'est un passeur. Michael Jordan, lui, là, oui, il a gagné des joueurs plus défensifs de l'année.
oui, c'est un grand scoreur, mais c'était surtout un grand scoreur, là. Je veux dire, si lui décidait de te scorer 40 points de game, il allait le faire. Fait que moi, The Last Dance m'a confirmé que Michael Jordan, c'était le plus grand joueur de basket de tous les temps, mais overall, au complet, je pense que c'est LeBron James. OK. Tu es d'accord avec moi ou? Moi, Ouais? ben, c'est que je suis biaisé. Je suivais beaucoup le Toi, tu basket. étais un fan de Mais Michael aussi, Jordan. c'est que je suivais plus ça aussi à Ouais. l'époque. Mettons, LeBron James, je regarde les highlights, mais je regarde plus de matchs au complet. Mais tu sais, LeBron James, c'est impressionnant quand tu vois des faits saillants, puis des top 10 de ce qu'il fait, c'est fou. Puis moi, ce qui m'impressionne aussi, ces gars-là, autant au tennis qu'au basket qu'au hockey, c'est comment ils sont capables de livrer sous pression. Tu sais, dans The Last Dance, entre autres, Jordan, je ne me rappelle plus contre quelle équipe, mais tu sais, il reste 2 secondes, son dernier il est dans les airs, puis il lance. Utah, ouais. Écoute, je ne me rappelle plus, mais Ouais. les gars Sorry. ils livrent la marchandise. Là. C'est pas juste de faire la shot, c'est de la faire dans un moment où ça doit être la pression est au maximum. Ben oui. Il y a ça qui m'impressionne beaucoup aussi de ces athlètes-là. Mhm. Puis, tu sais, justement, Michael Jordan, je vais faire un beau petit lien en douceur. Michael Jordan, il a eu une super belle année. Ah non, c'est vrai que ça s'est terminé. J'oublie tout le temps son année avec les Wizards. Ouais, mais ça, il faut que tu oublies ça. Là. C'est Ça ça. ça n'a pas rapport. Là. Mais comment est-ce que tu penses, premièrement, que Federer, ça se termine bientôt? Puis, deuxièmement, comment t'aimerais, dans tes rêves, que ça se termine? Écoute, je lis tout le temps, je lis souvent, là, quand il sort quelque chose de nouveau, là, comme là, j'ai lu, c'est la semaine passée qu'il annonçait qu'il faisait, ou il y a 2 semaines, qu'il ne faisait pas l'Australie. Ouais. Là, finalement, par la suite, ils ont annoncé que ce n'est pas parce qu'il est blessé, c'est parce qu'il ne voulait pas faire le confinement de 5 semaines ou je ne me rappelle plus, mais cette année, les mesures sont folles à cause de la COVID. Puis lui, il a 4 enfants, il dit j'ai pas envie d'aller m'isoler avec mes 4 enfants. Fait que c'est comme réconfortant de savoir que c'est pas pour la santé qu'il allait pas. Tout est possible. Tu sais, moi, je me rappelle, tu dis que c'est 2012 qu'il a gagné son dernier avant de gagner. Je ne sais pas, Mais, mais semble. Parce que me semble que c'est 2013, l'année non, mais j'ai vu complètement que catastrophique. quand tu as dit cette info-là, je regardais ton œil. Puis dans ton œil, il y avait la fibre de confiance, mon gars. Je pense que c'était. Hey, je suis sûr parce que 2012, c'est l'année aussi que Murray a gagné à Wimbledon les Olympiques. Puis Federer avait gagné Wimbledon quelques semaines plus tôt sur le même terrain, mais contre Murray. Puis Murray avait pris sa revanche aux Jeux Olympiques à Londres. Man, t'es une machine. Je me rappelle de ça, mais je ne m'en sais pas rappelé. Mais je ne sais pas si tu te rappelles, Federer, 2014-2015, les gens commençaient à dire que c'était fini. Mm-hmm. Fait que, tu sais, je veux dire, oui, là, il est réellement plus âgé, là, tu sais, mais il est tellement naturel. Puis, si son. Tu sais, je veux dire, encore Wimbledon 2000, il n'y en a pas eu cette année, mais Wimbledon 2019, il y avait 2 points de match, il pouvait en gagner un. Puis, il battait Djoko. Malheureusement. Ouais. Puis, il battait Djoko. Parce que moi, je suis un fan de Djokovic, malheureusement. Je suis un des seuls. Ah ouais, t'aimes mieux Djoko que Fed? Mais... C'est pas quelque chose que je suis bien fier, mais... Ouais. Ah non, ça prend ça, ça prend ça. Mais moi, tu sais, je veux dire, il est encore dans le game. Fait que là, son état de santé, combien de temps qu'il peut t'offrir encore, je ne sais pas. Mais c'est sûr que dans ta deuxième partie de la question, je rêverais qu'il en gagne un dernier. Mais si ça ne se fait pas, c'est pas grave non plus. Tu sais. Il a gagné, on a été privilégiés, on a été dans la plus grosse période. Les 3 joueurs les plus marquants à date de l'histoire du tennis ont été en même temps. Djoko, Nadal puis Federer. Fait que c'est sûr que ça me ferait mal. Pour de vrai, ça me ferait mal que Nadal dépasse Federer. Là, ils sont à 20-20. Ça m'a fait mal déjà que Nadal gagne Roland-Garros. Une version un peu après US Open, qu'il ait décidé de ne pas jouer US Open. Fait il aurait sûrement gagné pareil, mais je trouve que c'était des conditions un peu à son avantage. Mais bref, s'il regagne un autre Nadal puis qu'il dépasse Federer, je trouverais ça dommage. Mais en même temps, il y a aussi la famine dans le tiers-monde. Quand tu relativises, c'est pas grave. Ça va arriver, là, on s'entend. Ça va arriver que Nadal va le dépasser. Là. Ben,
Moi, je suis pas un connaisseur, là, mais moi, dans ma tête, c'est sûr que ça arrive. Gros statement, Isaïe. Moi, je suis sûr que ça arrive. Qui suit pas. Ah, mais là, moi, je mets mes cartes sur la table. Là. Ça va arriver, non? Dites-moi ça, les boys, ça va-tu arriver ou pas? En fait, ça se pourrait, mais Nadal, il reste pas beaucoup de temps non plus. Tu sais, Federer, il n'a jamais été blessé. Il a un style de jeu aussi qui s'économise, qui est moins impactant pour le corps. Encore là, je ne suis pas sûr que ça se dit impactant, mais qui est moins rough. C'est pas grave. Mais Nadal, moi-même, tu m'aurais dit que Nadal prend sa retraite avant Federer, puis j'y aurais cru. Tellement qu'il y a une game qui est tough physiquement, puis qui a été souvent blessé parce que sa game n'est pas basée sur gagner des points rapidement, quoi qu'il a un peu changé ça en vieillissant, mais sa game est basée sur être tough pendant 5 heures de temps. Fait que c'est plus, disons, difficile pour le corps. Fait que tu m'aurais dit il y a 5 ans, Nadal prend sa retraite avant Federer, même s'il est 4 ans plus jeune, j'aurais cru. Mais c'est ça, on verra. Mm-hmm. Mais si Nadal ne gagne pas cette année, il ne reste plus beaucoup d'années non plus, selon moi. Okay. Ah non plus, je pense pas qu'il reste tant d'années aux deux. Retenez mon statement. Là. Ouais. On s'en reparle. Je m'engage, si Nadal dépasse, je m'engage à refaire votre podcast au numéro 50. Là. Parfait. Et crime. Tu sais que ça, c'est par vidéo, tout est gardé. Non, je vais m'engager, ça va me faire plaisir. Mais ce qui me ferait mal, Anthony, tu es un fan de Djoko, fait que je vais me permettre de te le dire. Ce qui me détruirait. Je pensais que tu allais utiliser le mot dégueulerait, mais. Dégueulerait tout. Si Djoko dépasse Fed, là, ça, je vais trouver que c'est laid. Parce que j'aime pas Djoko, je le trouve. Sa game est belle, mais je trouve qu'il y a tout le temps eu une aura de. J'ai un de mes bons chums qui est bosniaque, Dario Zuyo, puis lui, il tripe Djoko, puis on s'est tout le temps ostiné là-dessus. Puis je pense que c'est une culture différente aussi, comme la Serbie, puis versus la Suisse ou l'Espagne, mais je trouve qu'il y a une arrogance, Djoko, il y a un petit côté souvent coquille avec le public, tout le temps un peu victime, tout le temps que la foule a été contre lui, puis Nadal, Federer, tu n'as jamais vu ça, tu sais. Je trouve qu'il n'y a pas de... Je trouve que Djoko, il y a des aspects de sa carrière que ça ne fait pas grand champion. Ce que fait des Nadal, je trouve qu'ils ont plus une aura de grand champion que Djoko. Je suis totalement d'accord. Vont me faire tirer les fans de Djoko vont venir. Les fans de Djoko, moi puis sa mère, genre. Non, il y en a plein. Moi, je suis le seul avec ma grand-mère que je connais qui préfère Djokovic aux autres. Puis ta grand-mère, regardes-tu le podcast? Oui, assurément, elle est la première à le regarder à chaque fois. C'est quoi son nom? C'est Ginette. Ginette, il te reste encore... Tu peux encore aller dans le droit chemin. Ginette. Réveille, esti. Ressaisis-toi, Ginette, là. C'est Federer. On va voir si ça aura fonctionné. Good. Hey, je pense que j'arrêterai là-dessus avec Federer. Parce que j'ai l'impression que les segments, on va s'éterniser aussi. Ouais, puis pour vrai, c'est parfait. C'est parfait comme ça. Premier segment, Isaïe. Yes. Notre segment, notre classique, Alex, c'est le segment épais ou génie. Fait que c'est un segment qui va nous permettre de voir par rapport à ta réponse quand ça va arriver, si c'est un épais ou un génie. C'est bon. Donc, notre question pour toi, c'est qui va être le champion de l'Open d'Australie? M'a tenté Medvedev. Pourquoi? Parce que il est quand même solide depuis une couple d'années, 2-3 ans, 4 ans. Je trouve qu'il serait dû. Il a perdu une couple de défaites un peu crève-cœur, dont Nadal en 5-7 au US Open. Nadal, le ciment ne l'avantage pas tant que ça. Il l'a gagné, là, mais mettons Nadal, je pense que ça va vraiment être Roland Garros qui a des chances encore. Puis Djoko, je l'haïs trop. Fait que je peux pas dire son nom. Parfait. C'est bon, c'est une bonne réponse. Isaïe, est-ce que tu te commets? Moi, je ne me prononcerai pas là-dessus. Là. Ça n'aura pas rapport. Là. Toi, Anthony? Moi, j'ai pas le choix d'y aller avec Djokovic. Mais c'est tellement un choix facile. Ouais, c'est-tu biaisé ou c'est un choix facile?
c'est le choix facile, mais je sens le désespoir sous moi. Mais écoute, Medvedev est complètement. Selon moi, Medvedev est la plus grande menace à Djokovic pour ce qui est du nombre total de grands chelems. Moi, Medvedev, je l'ai dit souvent. Ce gars-là, s'il avait une tête sur ses épaules, il ne perdrait pas un match dans une saison. Moi, coach et compte, ça me donnerait des mots de tête de n'importe quoi. C'est le seul joueur que je regarde. Puis, je sais, si j'étais coach, je ne saurais pas quoi dire à mon joueur. Ce gars-là rate jamais. Il peut suivre le pace que tu veux. Il est 6, c'est 5. Ouais. Il se déplace aussi bien que Schwartzman. Ouais. Quand il décide d'être concentré et de ne plus perdre un point, il n'en perd plus. Moi, pour vrai, ce gars-là, je suis en totale admiration. C'est la seule façon qu'il faut que tu espères. Tu restes tough, tu espères qu'il y ait quelqu'un dans la foule qui crie pendant qu'il sert. Puis ça, c'est une minime chose comme ça. Peut le faire sortir, il va perdre les 2-7, 6-1, 6-1, puis c'est terminé. Exact. Mais moi, je pense vraiment que c'est ça qui l'empêche d'être dans le top 3, mettons. Je pense que c'est vraiment son côté mental. Je pense vraiment que c'est mon deuxième favori après Djokovic, mais je vais maintenir Djokovic. L'Australie, c'est un peu le Roland-Garros de Nadal, Wimbledon de Federer. Fait que je vais maintenir l'Australie, mais je te dis, Alexandre, je n'ai pas Djokovic comme favori au US Open. C'est un bon guess, c'est sûr. Djoko, mettons, là, je suis teinté un peu par mon désir aussi de qu'est-ce qui se passe, mais c'est sûr, tu me dirais, je suis obligé de mettre 1000$ dans un pari à l'Australie. C'est sûr que Djoko est, comme tu dis, le parallèle est bon. Là. C'est Nadal eu Roland-Garros, Federer Wimbledon. Djoko, il en a gagné quoi? 7 ou 8? 7, je pense. Fait que, tu sais, je veux dire, Mais je souhaite que Medvedev explose. Puis je vais dire aussi, Félix, je pense pas qu'il va gagner, mais je sens qu'on n'est pas loin. Tu sais, Félix a eu des grosses performances contre un peu tout le monde, mais un grand chelem, à date, il ne s'est pas rendu si loin que ça. Non, à part le US Open cette année, qui a fait quand même un petit bout de chemin. Je ne me rappelle plus quelle ronde. Mais tu sais, c'est quand il avait démoli Murray. Là. Il me semble qu'il a fait comme ronde des 16 ou peut-être. Il me semble que c'est ronde des 16 parce que c'était beaucoup mieux que troisième ronde. Mais bref, je pense qu'on n'est pas loin du premier grand chelem que Félix va se rendre très loin. Si ce n'est pas là, ça peut être à tout moment cette année. Je le suis aussi sur toutes les plateformes, puis il frappe d'une lourdeur. On dirait qu'il évolue. C'est un des jeunes joueurs qui évolue le plus rapidement. Ah, puis aussi, le nom du... C'est quoi le... c'est un Allemand. Celui qui... Zverev? Non. Celui qui a donné le match le plus tough à Nadal à Roland-Garros. Version automne dernier. Sinner. Oui, Yannick Sinner. Sinner. Selon moi, Sinner, c'est un gagnant de Grand Chelem d'ici 2 ans. Ah ouais? J'ai jamais vu quelqu'un frapper aussi lourd que lui. OK. Fait que je vais le mettre aussi, mettons, je vais dire Medvedev, puis je vais dire Félix puis Sinner, selon moi, c'est à court terme, il y a de quoi de gros qui arrive. OK. C'est 8 Australian Open pour Djokovic. Fait que voici les prédictions pour le segment épée au génie. Maintenant, on va passer au segment découverte. Donc là, tu lui as un peu répondu. Fait que dans le fond, c'est quel jeune joueur que tu aimes particulièrement? Fait que vas-y, développe sur Sinner. Est-ce que tu l'as vu en personne? Jamais live. Okay. Mais mettons, il y a tout. Il est grand, il sort fort, gros back-end, gros revers, gros coup droit. Il frappe. Il ne se laisse pas intimider. Dans le sens, tu sais, ça doit être tough de gagner contre Nadal, Djoko, Federer, parce que même si tu mènes, à un moment donné, ça doit jouer dans la tête de se dire tabarouette, je vais-tu battre Djokovic, tu sais? Puis c'est selon moi celui que, tu sais, autant que Nadal avait sacré une volée à Djoko en finale à Roland-Garros, c'était limite malaisant. Ouais. Oui.
son match le plus tough de ce tournoi-là, ça a été Sinner. Je te dis, là, tu recheckeras les faits saillants. En début de match, il domine Nadal. Il a perdu finalement, là, battre Nadal en 5-7 à Roland-Garros, c'est quand même quasiment impossible, mais Sinner, je dirais que c'est un ma découverte. Puis Félix, on a un attachement. En tout cas, moi, j'ai un attachement. Là. Il vient du Québec. Il vient de Québec. Il a joué au Club Avantage à Québec. Puis il est incroyable. Il est gentil. Il est dédié. Tu vois qu'il est concentré. Il est humble. Il est poli. Je pense pas qu'il ait une tête folle, Félix. Là, je pense pas qu'il se laisse perturber par toute la folie de ce vedettariat-là qu'il commence à vivre. Fait que je pense qu'il pourrait aller très loin, Félix. OK. On en parlera tantôt. Ouais. Bon. C'est ça. Moi, puis Jackie, on peut très bien enchaîner sur une question qu'on avait pour toi. Vas-y, c'est le segment controversé. Okay. Ça va peut-être justement... en tout cas, qui aura la meilleure carrière entre Félix et Denis? Moi, je suis convaincu. Puis oublie l'aspect là, un qui est ontarien, l'autre qui est. Tu es ontarien, Chapovalov? Il me semble que non. Vancouver, en tout cas, peu importe. Ça. Ouest, Canadien, Anglais, puis un Québécois, mettons. Là. Ouais. Même sans ça, j'adore Chapeau, il est le fun d'avoir joué, puis il frappe fort, il est athlétique, il fait des shots incroyables. Mais moi, je pense quand même que Félix est supérieur. Je pense que Félix, c'est un peu plus long à se développer que Chapeau. Qui agit un peu plus long, tout est relatif. Là. Il explose quand même très vite, là, mais je pense qu'il est plus. Je pense qu'il est plus complet, Félix. Tu sais, il y a encore des ajustements au service à faire. Tu vois que Chapeau, il est plus dominant un peu au service que Félix. Félix, encore il y a 2 ans, je ne sais pas quel tournoi, mais il avait fait tellement de double fautes. Mais quand ça va se placer, je pense que ça va être Félix, je pense que ça va être incroyable. Ouais, c'est ça. Chapovalov, c'est Israël qui est né. Il est né en Israël, puis après, il a déménagé à Vaughan, en Ontario. Ah, c'est ça, OK. Ouais. Fait que c'est pour ça que ça me disait comme rien, l'Ontario, mais c'est ça, c'est parce qu'il n'est même pas né ici. Ouais, c'est ça. Fait que c'est clairement Félix. J'ai déjà répondu à cette question-là dans un podcast précédent. Toi, tu as dit Chapeau. Moi, au US Open 2020, tu sais, moi, il faut dire que Chapovalov a gagné son premier challenger à Drummond. Ouais, mais toi, fait que tu avais répondu Chapeau? Ouais. Ouais, puis sans hésitation, en plus. T'as pas tant hésité en tout, là. Non, mais c'est parce qu'en plus, on était l'invité qui était Louis-Philippe Hamel, un de mes chums qui était Division 1 à NYU. Il est du même avis que moi. Fait que j'ai l'impression qu'on s'est un peu crinqué aussi dans nos arguments. C'est assez facile d'argumenter avec quelqu'un qui argumente vers la même destination que toi. Là, exact. Mais ouais, je n'étalerai pas encore les arguments là, une deuxième fois. Mais moi, je suis tombé en amour littéralement avec Chapovalov au US Open 2020. Puis, mais par exemple, j'ajoute maintenant un astérisque. Chapeau ou Félix? Chapeau. Mais Chapeau, il a fait quoi à US Open cette année? Quart de finale. Il a perdu contre Carreno Busta en 5-7. Quand il a gagné son 6-0 au 4e set, moi, il m'a conquis. Puis. C'était tellement senti. Là. Oui. Je m'en rappelle, j'étais où, genre, à ce match-là, puis j'étais pas capable d'en revenir. Là. Mais c'est ça. Mais j'ajouterais maintenant, ma position serait plus nuancée aujourd'hui depuis que Félix a changé de coach. Parce que moi, Félix, c'est pas nécessairement ce que j'aime beaucoup de Chapovalov, c'est plus ce que j'aime moins de Félix. Je vais m'expliquer, là. Puis là, Félix, je veux dire, j'ai déjà fait, à un moment donné dans ma carrière de tennis, si je gagnais mon match, je jouais contre. Fait que je vais garder toute la politesse parce que à ce moment-là, dans ma jeune carrière de tennis, il m'a épargné la volée d'une vie. Fait que je vais quand même être gentil, mais j'y souhaite tout le bonheur du monde. Là, avant de commencer, il n'y a personne dans la vie que j'y souhaite d'être le meilleur de tous les temps, autant que lui. Okay. Mais ma seule inquiétude,
c'est ce que Roublev a changé cette année. Roublev, ce qui a changé cette année, il a arrêté de jouer la même Christie de balle tout le temps. Félix, là, à minute que je trouve que quand que Félix n'est pas dans sa game, quand Félix est dans sa game A, il est intouchable. Il peut battre n'importe qui au monde, même s'il a 19 ans. Quand il n'a pas sa game A, je trouve que sa game B ne vient jamais. Je trouve que c'est comme si ça embarque tout de suite sa game C. Alors que quand tu es dominante chez les filles, mettons comme les vraiment dominantes chez les filles, tu peux t'en sortir avec ta game C contre les filles qui sont centièmes. Mais la parité est tellement forte dans le top 100 des gars que j'ai l'impression que la game C n'est pas assez souvent. Puis ça fait qu'il perd des matchs qu'il ne devrait jamais perdre. Ce qui est arrivé il n'y a aucune raison qu'il perde tout le temps contre Yoshihito Nishioka, ce qui est genre 0-3 à vie. Fait que moi, c'est juste ça mon inquiétude. Mais avec le fait qu'il change de coach, je suis convaincu, je pense qu'en plus, son nouveau coach, me semble, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais semble que c'est Frédéric Fontan qui a fait des miracles avec plein de joueurs. Je suis convaincu que ce coach-là peut y amener cette game B-là, puis de la variation dans son jeu qui va lui donner une balle qui est faisable à jouer quand tu n'es pas à 100% de tes sensations. Puis ce qui va faire qu'il ne perdra plus contre les joueurs moins classés que lui, mais ça va peut-être y enlever. Mais tout le monde est capable je vais utiliser un terme vraiment de tennis, tout le monde est capable de zoner dans un match. Zoner, c'est comme jouer lights out, là, que tu frappes les yeux fermés et tout rentre. Tout le monde dans la vie est capable de zoner, mais c'est qui est capable de le mieux mal jouer. Ça, mon ancien coach, Yann Lefebvre, va être fier de moi que je dise ça. Ça, Yann, c'est mon ancien coach. OK, ben c'est ça. Ben, Yann, moi, m'a toujours appris ça. Il nous a toujours dit ça. Le but au tennis, c'est pas de bien jouer, c'est de bien mal jouer. Puis j'ai juste l'impression que Félix ne le fait pas aussi bien que Shapovalov a progressé dans cette partie-là depuis 2 ans. Je peux comprendre, puis clairement, tu maîtrises quand même, tu connais la game, tu connais le tennis. Et moi, je pense que quand tout va se placer pour Félix, là, dans le sens, pas comme s'il jouait mal déjà, mais ils ont des développements différents. Federer, il n'a pas gagné tout de suite à 17-18 ans comme Nadal a fait, mettons. Federer, malgré tout le talent qu'il a, là, je ne veux pas dire des faussetés, mais je ne sais pas à quel âge qu'il est devenu. Ouais, je ne le connais pas par cœur, mais ouais, non, c'est moins tôt que Nadal. Mais c'est juste, je trouve, Félix, tu le regardes frapper, puis à ce calibre-là, ils frappent tous fort et lourd, puis ils ont pas mal tout, mais Félix, sa droite n'a pas de bon sens. Non. Ben, au US Open, on l'a vu. C'est pour de vrai, il frappe fort, il frappe lourd, il a de l'effet dans sa balle. Il peut, tu sais, son winner, c'est un winner contre n'importe qui. Là. Son revers, il se place, je trouve. Il a plus de pace un peu, je trouve. Puis son service, il sert des engins, mais il y a une période où il servait beaucoup de double faute. Tu le sens un petit peu plus fragile en deuxième balle. Tout ça, quand ça va se placer, moi, je pense que Félix va être tough à battre. Moi, je vais faire le pari inverse que tu nous as fait tantôt. Si moi, je dis que si Félix gagne un premier Grand Chelem avant Shapovalov, je m'engage à écrire sur toutes les plateformes que je peux que je suis un moins grand connaisseur de tennis qu'Alexandre Barrette. Fait que, good, mais on s'en parlera au pire en plus parce que là, on va enchaîner. C'est bon. Sinon, on voulait parler aussi d'un segment actualité. Tu sais, j'imagine que tu as vu Vasek Pospisil frapper dans un matelas cette semaine. Ouais. À cause dans la chambre d'hôtel, ils sont confinés. Comment tu trouves ça, sport mondial, dealer ça avec une pandémie? Ben, ils font du mieux qu'ils peuvent. Là. Tu dis pas spécial, mais on voit, quand tu les suis sur Instagram ou ils font tous des entraînements dans leur chambre d'hôtel. Mm-hmm. C'est qui? J'ai un petit blanc, mais l'Argentin qui a un beau backhand à main aussi, il frappait dans un matelas. Là. Plus vieux, tabarnak. Maillère? Non. L'Argentin. Ah! Ou c'est peut-être un Espagnol aussi. Feliciano Lopez. Non. Hey, je me gosse.
me gosse de ne pas me rappeler les noms, mais ils ont tous fait des entraînements, soit physiques ou même des affaires avec le tennis dans leur chambre. Ils font leur possible. Moi, je pense que ça va quand même être du gros calibre, l'Australie. C'est pas parce que je pense qu'ils jouent autant, ils jouent plus. Ils ont je sais pas c'est quoi le nombre d'heures qu'ils ont accès à s'entraîner par jour. C'est un nombre limité d'heures. Ouais. Ils peuvent sortir de la chambre d'hôtel 5 heures par jour, c'est ça? Je ne sais pas, j'ai pas regardé, je me suis pas encore penché sur les cristalles de règlement de pandémie. Là, je les ai tellement suivis au football, au hockey, au golf qu'on dirait que je fais juste là, j'attends juste que ça joue. Là. C'est temporaire, fait que ça ne sert à rien non plus d'apprendre ça par cœur parce que ça n'existera plus. Mais il me semble que j'ai lu qu'ils ont le droit d'être 5 heures hors de leur chambre d'hôtel. Fait que là, ils doivent être assez wise pour bien s'entraîner. Puis peut-être faire l'entraînement physique dans la chambre, puis le 5 heures qu'ils peuvent sortir, je pense qu'ils peuvent faire en différents blocs aussi. Fait qu'ils peuvent jouer au tennis quand même 2, 3, 4 heures par jour. Fait que je pense que le calibre va être élevé quand même. Là, moi, je trouve que malgré la pandémie, on n'a pas vu ça baisser. D'ailleurs, en passant, je me commets, tu es un fan, clairement un connaisseur de tennis, puis les téléspectateurs aussi. Tu disais ton chum qui est joué à NCAA, puis j'y crois pas, moi, qu'ils n'ont pas joué durant la pandémie. Mais non. Nadal. C'est comme croire que les joueurs de golf ne sont pas allés non plus pendant que ça a arrêté. Là. Voyons. Nadal, Federer, j'y crois parce qu'il était blessé. Fait que c'était comme lui, ça a donné que le confinement était pendant une blessure, opération, tout ça. Mais tu sais, Nadal, à un moment donné, qui dit j'ai pas touché ma raquette depuis 2 mois. C'est impossible. Il dit ça pour être politiquement correct puis pour être solidaire avec. Il veut pas se faire critiquer de ne pas respecter le confinement puis tout ça. Il va s'en faire bâtir un chez eux, au pire. Il y a sûrement un tennis chez eux, mais il y a une académie à lui. Mais j'y crois pas. Selon moi, tous les gars, puis je dirais les filles aussi, mais tous les gars dans le top 100 n'ont pas arrêté de jouer au tennis. C'est impossible. Ça te détruit. Ça a trop d'influence sur une carrière. Exact. Quand Nadal dit qu'il a arrêté 2 mois, tu nous taquines, tu nous niaises. Personne n'y croit. C'est impossible. Mais c'est pour être correct avec ce que la Ligue. Ouais, c'est ça, avec le peuple là, aussi. Là. Exact. Mm-hmm. Mais bref, ta question, ce que je pense de ça, c'est des mesures temporaires. Puis selon moi, la COVID va pas. Ça fait partie de nos vies depuis 1 an, puis ça va être encore sûrement une couple de mois. Mais je pense que ça reste quand même ponctuel dans l'histoire de la vie. Là, puis je pense que ça va être. Éventuellement, ça va revenir aux choses qu'on connaît régulièrement. Mm-hmm. Savais-tu que Wimbledon avait pris une assurance pandémie? Avant? Il y a de cela plusieurs années. Ça fait quoi, ça, une assurance pandémie? C'est dans le fond, eux, avec une compagnie d'assurance, ils ont dit si un jour il y a une pandémie mondiale, on nous permet, genre, la compagnie d'assurance pourra leur rembourser, les indemniser d'un tel montant à cause qu'il n'y aura pas de tournoi. Payant. Fait que c'est pour ça que Wimbledon, l'année passée, ils ont tout de suite collé. OK, nous, on ne joue pas. Parce que eux, il y avait une pandémie. C'est intéressant. Mais est-ce que tu es dans l'info que tu me donnes, les 3 autres grands chelems, tu me dis qu'ils n'ont pas ou que même. Je ne sais pas s'il y en a. Je n'ai pas entendu parler s'il y en avait ou il n'y en avait pas. Mais je sais que Wimbledon avait une assurance expressément pandémie. Puis ils ont fait de l'argent avec. Dans le sens depuis le nombre d'années qu'ils payaient avec leur cotisation à chaque année, ça n'a pas totalisé la somme qu'ils ont reçue. C'est souvent ça le principe d'une assurance. Quand tu réclames jamais, tu as payé. Non, dans le sens, c'est le contraire. Dans le sens que Wimbledon, ils ont fait de l'argent avec cette réclamation-là. C'est ça, je te dis. OK. Ouais, mettons une assurance voiture, assurance habitation. Mettons, moi, mon ancienne productrice télé, sa maison est passée au feu. 99% des gens, leur maison ne passe pas au feu. Puis tu payes une assurance toute ta vie, puis tu as payé un peu dans le vide. Mais la fois que tu réclames, souvent, tu es gagnant. OK, ouais, c'est ça. Je veux dire, c'est fait rembourser une maison à 550 000 $ au complet. C'est sûr qu'elle n'avait pas payé 550 000 en cotisation d'assurance. Mm-hmm. Fait que c'est le même principe. Ouais. Mais, c'est intéressant à savoir, ça. C'est intéressant à savoir qu'il y avait une assurance. Ouais. 141 millions de dollars qu'ils ont reçus suite à l'annulation.
Mais en même temps, je serais curieux de savoir c'est quoi les revenus de Wimbledon une D'après année. moi, c'est plus. Ouais. Ça se peut que ce soit C'est plus. gros. Je pense que oui, parce que droit télé, Uh-huh. billets, toutes les dépenses Commanditaire, connues. ouais. Moi, La- mes parents étaient supposés aller à Wimbledon cette année. Ah, ouais. Calique, c'est plate, ça. Vraiment. L'année que ça a été annulé ou cette année qui s'en... Cette année, l'année que ça a été annulé, là, Ok. 2020. Fait que moi, j'aime ça que mes parents vont écouter le podcast. Puis là, hey, c'était bon le podcast avec Alexandre Barrette. Dernière seconde, tourner le fer dans la plaie. Ginette, c'est la mère de ton père ou de ta C'est la mère? mère de Nancy. Nancy, là, il faut que tu parles à Ginette. Je sais pas ce qui se passe avec Ginette, mais là, ton fils me dit des choses épouvantables comme quoi elle prend pour Djokovic. Parle à Ginette, Nancy. Sur ces valeureux conseils, comment mieux finir que ça? Hey, Alexandre, merci pour vrai. Merci à vous, les boys. Hey, parler de tennis, jamais je pourrais me tanner. Moi non plus. Où Au qu'on peut- 50e épisode, parce que Nadal va avoir dépassé, Oui, c'est vrai. je vais être plus connaisseur de tennis. Fait que watchez-moi, les boys. Mais ça, je m'engage. Là. Ça, je tiens mes paroles. Si Nadal dépasse Fed, je suis là pour votre... en tout cas, au moment où ça se fera, je vais être là pour votre podcast dans les semaines suivantes. Merci Parfait. beaucoup. Merci les boys, vous êtes bien smart. Où qu'on peut te voir dans les prochaines semaines, prochains mois? Euh, Rose Battle. Rose Battle qui recommence pour une 3e saison. Moi, je fais de la radio à Weekend Radio. Radio de Québec initialement, mais qui est rendu à Montréal. Puis moi, je fais le show du midi qui est aux 2 stations en même temps, qui s'appelle Québec-Montréal. Ok. Sinon, ma tournée, je faisais un show qui s'appelle Semi-Croquant. Oui. Qui restait... Très bon show. Ah, tu l'as vu? Certains, en tout cas, après le podcast, on se parle. Faut que je te parle. C'est bien smart. Mais bref, il me restait une centaine de représentations, dont Drummond, dont je retournais un peu partout une fois ou deux, là, mais là, je ne sais pas ce qui va se passer avec ça. Je sais pas si. Normalement, toutes les dates sont honorées et replacées dans le temps, mais il y a tellement eu de report de dates. Des fois, à certaines salles, ça fait 3 fois que la date est reportée. Fait que là, je ne sais pas, je me mets à la place des spectateurs. Tu dois être un peu tanné aussi, puis peut-être envie de dire fuck off. Fuck off, puis je me fais rembourser. Mais bref, mes shows ne sont pas annulés. Puis tennis, on peut me voir tennis. Normalement, quand ça va repartir, je suis tout le temps à Coupe Rogers. Je ne suis jamais allé au Grand B. Drummond. Drummond, mais d'après moi, ça peut s'arranger. Ben, je vais y aller cet été. Qu'est-ce qui arrive? Ça a-tu lieu ou non? Ben, dans le fond, nous, c'est en février. Fait que ça va aller probablement à l'autre année. Ah, c'est ça. Il n'y en a pas cette année. Ouais. Je me rappelle, j'ai des chums. Quand Félix l'a joué, Drummond. Ouais, c'est son pogné, Félix puis Denis, en demi-finale. Une année. Quand tu dis c'est son pogné, c'est son chicané ou ils ont joué? Ils ont joué contre. OK, c'est ça. Parce que justement, moi, il y a une année que beaucoup de monde de Québec, du Club Avantage, faisait le voyage, s'était acheté des billets, il était une vingtaine, puis il allait voir Félix à Drummond. Félix, voilà. C'est la première fois qu'il s'est qualifié pour un tableau principal, c'est à Drummond aussi. Il y avait quoi? Il y avait 14 ans. 14 ans, ça c'est... J'étais chasseur de balles sur ce match-là. Moi, j'avais failli jouer contre 2 ans avant. Ah ouais, c'est drôle, ça. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que, en passant, le show, moi, c'est... Ça, c'est le. On dirait que tu vas m'envoyer un chèque dans la malle, là, mais personnellement, c'est le meilleur show que j'ai vu dans ma vie. Ah oui, t'es bien smart. Merci beaucoup. Vous irez le voir. Ça vaut la peine d'attendre, même vu que c'est pas annulé. T'es bien smart. Mais si je repasse autre engagement que je fais, je vous invite, même si tu l'as vu, si tu veux revenir, puis je t'invite aussi, Isaïe, puis vos blondes ou peu importe, là, chacun 2 billets, puis vous venez prendre une bière dans la loge après le show. My God. Wow. Ça aussi, c'est en vidéo. Fait que, mais pas vrai. Non, je te promets que je vais m'engager. Puis, sais-tu quoi? Je rajoute une 3e paire de billets pour Ginette. Puis, elle se ressaisit d'ici là. C'est la condition. Pour qu'elle vienne, il faut qu'elle vienne te dire qu'elle apprend maintenant pour Federer. Écoute, si Ginette se présente, est-ce que ton grand-père est toujours en vie? Ouais. Oui, Lionel, c'est une légende. Bon, Lionel et Ginette sont les bienvenus. 3e paire de billets. Par contre, Ginette doit se présenter
avec un T-shirt avec la face de Federer. Qui, Ça va se faire, ça qui va se faire. payera pour ces frais-là? Écoute, ce qu'elle sauve en billets, elle peut mettre un petit 10$ pour se faire imprimer une image de Federer sur un T-shirt. Parfait. Je vais coordonner tout ça. Good. Fait que, avant de terminer, on plug le plan de match, la version écrite d'Inspiration, www.inspiration.com. Isaïe, nos commanditaires, ça fait 25 épisodes. Moi, je pense qu'on devrait faire un résumé. Oui, on a commencé avec le Canadien, donc Canadien vieux Pas le Canadien de Saint-Charles. Montréal, inquiète-toi pas. Non, écoute, ça a bien commencé. Hein. Laurent, un gros merci encore d'avoir cru en nous, à nos tout débuts, hein, quand ça ne comptait pas encore d'ailleurs. C'était avant le 5e épisode. Oui. Après ça, on a eu Sans du pneu Patrie également, qui nous permettent justement que vous ayez les podcasts sur Spotify, sur iTunes. On a eu également Drummond Music qui nous permettent d'avoir une belle voix de radio dans vos oreilles. Oui, et finalement, Lambert Ressources humaines qui nous a permis de nous dépanner au 20e épisode quand le Wi-Fi faisait des siennes chez moi. Donc, C'est qui, Laurent? Laurent Proux. OK, je pensais genre que, parce que tu dis d'avoir cru en nous, je pensais que vous avez eu genre au début Laurent Duvernay-Tardif. Ça aurait bien commencé. Hein? Ça serait... Ça explose un début de podcast. Non, c'était pas Laurent Duvernay-Tardif. Non, c'est un super homme d'affaires à Drummond alors qu'il n'y avait vraiment aucune raison de nous donner un peu d'argent pour commencer. Lui, Laurent Proux en nous. Ouais. Oui, ben il se met, lui. Chic type, Laurent. Oui. Fait que, puis sinon, avant de terminer, à commercial, Kai, trait d'union, pas trait d'union, bord en bas. Je recommence. À commercial, Kai, bord en bas, Anthony, c'est mon Twitter pour suivre tout ce qui sera là, par rapport au tennis pendant les prochains mois. Je me mets là-dessus avec des petites capsules aussi avant les tournois. Ça va me faire plaisir de faire ça. J'ai vraiment du fun à jaser de tennis. Donc, Isaïe, 25 épisodes, on s'en donne 50 autres pour se rendre à la gageure avec Alexandre. Puis, donc, en mon nom, au nom de toute l'équipe d'Inspiration, là, Ariane qui nous aide au niveau du marketing, tout ça, Kevin au niveau du plan de match. Merci à tout le monde qui nous écoute depuis 25 épisodes. C'est fou ce qu'on vit avec Inspiration. Puis, on vous dit à dans 2 semaines pour le prochain concept d'Inspiration. Merci, Alexandre. Merci les boys de l'invitation. On se rejase. On se rejase pas pour la raison que je vous ai dit, là, parce que je veux que jamais Nadal dépasse Fed, mais on se rejase dans la vie. Yes.